Quand Loana sort du loft, elle ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Elle ne sait pas du tout, mais elle est la gagnante de la toute première émission de télé-réalité française. En 2001, Love Story, produit par Endemol, fait son apparition dans les salons des Français. L'émission est en fait une adaptation de Big Brother diffusée aux Pays-Bas. Et alors vous allez me dire, c'est quoi le projet concrètement? Enfermer tout simplement 11 jeunes personnes célibataires recrutées dans la France entière sur des critères bien précis. L'intello, l'emmerdeuse, le beau gosse, la bimbo, vous avez compris. Et les filmer 24 heures sur 24 dans toutes les pièces, compris dans le jardin et derrière même les miroirs sans teint. Laissez donc à eux-mêmes, même l'équipe de tournage ne peut absolument pas prévoir ce qui va se passer. Le concept, bon, aujourd'hui vous paraît sûrement familier, en 2025. Mais en 2001, c'est le début d'une nouvelle ère télévisuelle en France, celle de la télé-réalité. Bon, dans cette émission, c'est le quotidien qui est donné en spectacle. C'est justement ce qui fait toute la force là de la célébrité de Loana. Cette bimbo au cœur d'artichaut, un brin naïve, ne laisse personne vraiment indifférent. On l'adore ou on la déteste. Les jeunes, dites-vous, s'identifient même aux candidats du loft. Les plus âgés découvrent alors comment se comporte la jeunesse en regardant l'émission. À ce moment-là, c'est un véritable phénomène de société. Un sujet qui est quand même pas mal brûlant d'ailleurs. Depuis les premiers jours de diffusion, des manifestants viennent taguer les murs extérieurs du loft où sont enfermés les candidats. Dites-vous, ils écrivent sur tous les murs « Libérez les poules ». Ils déversent des milliers de sacs poubelles remplis d'ordures devant pour dénoncer cette télé-poubelle. Encore enfermés dans cet appartement à l'intérieur duquel ils ont presque oublié les caméras, les lofters ne savent pas du tout ce qui les attend une fois dehors. À part leur discussion avec la voix dans le confessionnal, ils n'ont eu aucun contact du monde extérieur pendant 10 semaines. Au point où les derniers participants pensent que l'émission est un échec et qu'elle ne marche pas du tout. Alors que, évidemment, c'est tout l'inverse. Quand elle sort du loft, Loana est loin, très loin de s'imaginer que sa vie vient de basculer à tout jamais. Dites-vous que même la société de production elle-même ne mesure pas le phénomène de société qu'elle vient de créer. Toutes les portes alors semblaient s'ouvrir pour Loana à sa sortie du loft. Pourtant, on ne finira par parler d'elle qu'à cause de nombreuses tentatives de suicide. Atteinte de dépression lourde, addicte, maltraitée et agressée. Loana va être complètement fauchée. Après plusieurs comas et arrêts cardiaques, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Love Story, les caméras, la télé, tout ça n'aurait-il pas détruit en fait finalement sa vie? Laissez-moi les amis aujourd'hui vous dresser le portrait de Loana, du coup, la première gagnante de Love Story dont la vie va tourner malheureusement à la tragédie. Mais avant de commencer la vidéo, les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà regardé des télé-réalités un peu comme ça et déjà suivi très premier degré une série de la sorte. Je sais que moi, j'ai eu ma petite période honnêtement. J'aimerais savoir, vous, dans les commentaires, si vous avez déjà consommé Love Story ou les Marseillais, des émissions dans le genre. Et votre âge, pourquoi pas, faisons tout en même temps pour savoir qui sont les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont intéressées par le sujet. Voilà, ça m'intéresse. Petite expérience que j'ai envie de mener, dites-moi. De son vrai nom, Loana Petrucciani est la fille unique d'un couple plutôt modeste. Elle voit le jour à Cannes le 30 août 1977. Son enfance est plutôt heureuse jusqu'à ses 9 ans, jusqu'à ce que son père, employé d'une station d'essence, perde son emploi du jour au lendemain. Et pour lui, perdre son emploi et ne plus pouvoir nourrir sa famille, c'était comme perdre sa fierté, perdre sa place de chef de famille quoi. Alors progressivement, il devient un peu plus colérique, plus méchant avec sa famille. La préadolescence de Loana est marquée alors par le début de la violence et de l'alcoolisme, malheureusement, de son père. D'abord, il va commencer envers Violette, sa mère. Il trouve la moindre petite excuse du quotidien pour l'humilier. Puis, ce sont les coups. Un soir, Loana essaie même de la défendre. Mais ses parents arrêtent de se disputer, surpris, et s'en prennent maintenant à elle. Sa mère lui tient les poignets pendant que son père, lui met des gifles. Pourtant, tout ce qu'elle a voulu faire, c'était aider sa mère. Depuis, elle les laisse se disputer sans intervenir. Jusqu'à un soir où tous les deux vont beaucoup trop loin dans la dispute. Un soir où Violette essaie de se révolter sous les coups de son mari. Elle saisit alors le fusil de chasse et le charge. Heureusement, lui réussit à s'emparer du fusil et le jette au sol si brutalement qu'il en vient à se casser. Bon là, le couple, vous imaginez, est définitivement rompu. Violette alors fuit et laisse Loana seule avec ce bourreau alors qu'elle n'a malheureusement que 16 ans. Alors maintenant, vous imaginez, il n'y a plus la maman, donc c'est Loana qui va devenir sa victime. Son père en fait transfère littéralement son agressivité sur sa propre fille. Il lui dit que c'est une moins que rien et qu'elle finira comme sa mère sur le trottoir.
Je ressemblais à ma mère, j'étais la seule fille qui était là. Il fallait qu'il montre sa peine. Et souvent, quand on veut montrer son chagrin, on le montre par de la méchanceté. Il va y avoir donc de la violence verbale, mais aussi physique après. Le soir, il l'oblige à dresser la table pour 20 heures pile. Puis il mange devant le journal télévisé, silencieusement. Car juste après, il finit par l'interroger pour savoir ce qu'elle a retenu. Les noms des pays, des hommes politiques. Elle n'a pas intérêt à se tromper si elle ne veut pas qu'il s'emporte. Puis, à minuit, il va promener le chien et l'oblige à ranger la table et faire la vaisselle pendant qu'il est dehors. Soit 10 à 15 minutes. Et quand il rentre, il veut que tout le monde soit prêt à aller se coucher. Sinon, la journée avec ses camarades, ça va plutôt bien. Et puis elle n'en parle pas trop finalement autour d'elle. Elle pense que ce qu'elle vit en fait est complètement normal et que tout le monde vit la même chose avec ses parents. Mais le soir, elle a peur en vrai, quand elle doit franchir le seuil de la maison. Elle sait qu'une fois à l'intérieur, elle va devoir être sans cesse sur le qui-vive, prête à devancer la moindre des envies de son père pour éviter de l'énerver. Un soir, elle est si malade, dites-vous, qu'elle insiste pour que son père appelle sa mère à son chevet. Violette alors arrive, et quand elle repart, Loana dit à son père qu'elle veut partir avec elle. Mais lui, il apprécie pas trop ça. Il n'aime pas trop cette décision. Il la saisit alors par les cheveux et la frappe. Sa mère réussit heureusement à s'interposer, mais c'est ensuite à elle qu'il s'en prend. Il inflige de sérieuses blessures à Violette, qui sombrera à partir de ce moment dans une profonde dépression. Loana réussit tout de même à s'enfuir avec elle, et toutes les deux vivent chez le nouveau compagnon de Violette. Mais malheureusement, Violette rencontre de gros problèmes. Elle est lourdement dépressive, et puis sa fille, qui est maintenant adolescente, lui donne pas mal de fil à retordre. Quand viennent alors les problèmes financiers en plus, elle oblige Loana à retourner vivre chez son père. Loana va même dire à sa mère « Mais tu sais bien que papa me frappait ». Et sa mère va lui répondre « Oui, mais ça te ferait un peu de bien, je pense ». Sidérant. Il pense qu'il saura beaucoup mieux gérer la situation, et puis comme il a retrouvé du travail, financièrement, ça ira aussi beaucoup mieux pour elle. Et même apparemment, il a retrouvé une compagne en plus jeune que lui. Apparemment, ça va un peu mieux dans sa vie. Alors elle va retourner chez son père, Loana. Finalement, Loana n'avait peut-être pas tort de faire ça, car elle va trouver chez la nouvelle petite amie de son père, Sandrine, comme une sorte d'amie. Cette nouvelle femme, qui partage maintenant la vie de son père à 21 ans, soit quelques années de plus que Loana. Ensemble alors, elles partent faire des promenades en scout, et Loana, dites-vous, est même au volant. Loana, qui a environ alors 16 ans, pense que son père a changé. Enfin. Mais Sandrine est maman d'un petit garçon. Et quand elle décide de le faire vivre avec eux, alors son père se transforme à nouveau. Il se montre irrité en présence du petit. Ce qu'il ne supporte pas, c'est la présence de cet enfant, ses moindres petits gestes. Puis, à la moindre bêtise, il en profite pour être très violent avec lui. Pour protéger alors l'enfant, Sandrine et elle ont trouvé une technique. À tour de rôle, chacune va le coucher et reste un soir avec lui, pendant que l'autre en prend malheureusement plein la tronche par le père. Un soir, c'est elle, un soir, ça va être Sandrine. Mais finalement, c'est aussi leur seule façon de trouver un peu de repos pour elle. Un jour, à nouveau, elle essaie de se révolter contre la violence de son père. Il est en train de battre Sandrine. Il frappe fort et elle crie énormément. Loana a même peur qu'il la tue. Alors, elle décide de s'interposer et le frappe. Il tombe alors au sol, surpris, et lui demande pourquoi elle a fait ça. Puis, il se relève calmement. Mais elle voit dans son regard qu'il est furieux. Elle a beau essayer de lui demander pardon, il ne veut rien entendre et la frappe en retour. En chemise de nuit, alors elle s'enfuit, prend son scooter et trace. Elle part retrouver sa mère. Mais quand elle arrive chez elle, elle ne trouve qu'une femme comme morte de l'intérieur et surtout qui est en surdose de médicaments. Elles emménagent alors toutes les deux dans un petit studio afin que Loana puisse prendre soin d'elle. Et surtout dans le but de trouver un refuge loin de son père qui est plutôt violent. Même beaucoup violent en fait. Forcée donc à payer un loyer que sa mère ne peut pas assumer seule, elle arrête les études. Une amie lui conseille donc de postuler comme danseuse dans les boîtes de nuit, ce qu'elle fait donc à l'âge de 18 ans. Dans sa vie privée, elle est plutôt introvertie et peu sûre d'elle. Mais sur scène, et sous les lumières, elle se transforme, elle rayonne. Progressivement alors, elle se fait une petite réputation dans son milieu. Elle n'aime pas spécialement ça, mais elle a besoin de se nourrir. Tous les hommes sont dingues quand elle monte sur scène et on voit qu'elle a le potentiel de devenir une gigastar. Déjà, elle fait vendre, attire les clients et donc les boissons consommées au bar. Elle se sent trop n'être qu'une poupée dont on ne regarde que le corps. Son rêve à elle serait plus de défiler ou de poser, être mannequin quoi. Sa mère l'a donc inscrite dans une école où on apprend les postures du métier. Elle fait alors des castings et rêve de devenir un jour quelqu'un d'extrêmement connu. Et puis, il y a Gwenaël. Elle le connaît depuis maintenant qu'ils ont 14 ans
et ils sortent ensemble depuis leurs 16 ans. Tout semble rentrer dans l'ordre dans sa vie, jusqu'à ce que sa mère disparaisse un jour et la laisse complètement seule à nouveau. C'est alors Gwenaël qui vient emménager avec elle. Mais à force de travail et probablement de tristesse après le départ de sa mère, la santé de Loana se fragilise de plus en plus. Elle développe des troubles alimentaires, se lève pour manger la nuit et pratique beaucoup de sport pour éliminer les calories. Elle finit même, dites-vous, par tomber malade. D'abord, elle a très mal à la gorge et souffre de fortes fièvres. Mais comme son budget est déjà complètement éclaté, elle ne veut pas aller chez le médecin. Elle ne peut donc pas payer la consultation et les médicaments. Et puis, même malade, elle ne peut pas s'arrêter de travailler, elle doit payer son loyer en fait. C'est Gwenaël qui finit alors par l'emmener à l'hôpital où on lui diagnostique une angine blanche, alors qu'elle est en réalité au bord de la septicémie. Elle ne s'est pas soignée à temps et les glandes de sa gorge se sont infectées. On doit alors lui ouvrir la gorge à vif plusieurs fois pour que les glandes évacuent. Et elle ne se rétablit qu'après 3 longues semaines d'hospitalisation. Pendant son absence, Gwenaël a dû rendre alors l'appartement qu'il ne pouvait plus payer tout seul. Le jeune couple alors s'installe chez les parents de Gwenaël qui leur laissent la plus grande chambre, celle de Caroline, la sœur de Gwenaël. Si Yvette, la belle-mère de Loana, se montre comme une seconde mère, Caroline, elle, est loin d'être contente d'avoir été chassée de sa chambre. Elle fait vivre un enfer, dites-vous, à Loana. Et puis un jour, ce choc. Loana apprend que Violette, sa mère, a emménagé avec un nouveau compagnon à 3 km à peine. Elle l'appelle, mais sa mère met fin à la conversation et dit ne plus vouloir lui parler avant de lui raccrocher au nez. Déterminée, Loana alors parcourt en scooter les quelques kilomètres qui les séparent. Elle trouve alors sa mère devant la maison, mais Violette la repousse et hurle « Tu n'es plus ma fille !» Tout simplement la pire chose qu'une mère peut dire à sa fille, tout simplement. Loana est complètement sous choc, vous imaginez. Elle ne comprend même pas pourquoi elle est rejetée comme ça en fait. Et bon, par désespoir, elle attrape sa mère par les cheveux et lui met une grande claque dans le dos. C'est le compagnon, dites-vous, de Violette qui vient les séparer. Alors, suite à cet épisode, Loana se sent complètement brisée et tente pour la première fois de sa vie de mettre fin à ses jours. Un soir, alors qu'elle part promener le chien, elle emmène avec elle des médicaments qu'elle a gardés du traitement de sa mère. Elle ingère une grande quantité et rentre chez les parents de Gwenaël. Lui, il s'en rend compte et la conduit très vite aux urgences, heureusement. En sortant de cette épreuve, c'est l'amour pour les animaux qui sauve Loana, son chien et tous les animaux qu'elle recueille. Et puis Gwenaël prend soin d'elle. Il arrive même à apaiser la situation avec Violette et permet à elle et Loana de renouer contact. Bon, malheureusement, un portrait de Loana ne serait pas un portrait fidèle sans un nouveau drame. Pendant 2 mois, Gwenaël doit s'éloigner pour raisons professionnelles et rejoint le nord de la France. Restée dans le sud, elle succombe au charme d'un ami à lui. Elle a alors 21 ans quand elle tombe enceinte de cette relation. Et comme elle continue d'avoir ses règles et que son ventre ne gonfle pas, elle ne s'en rend pas tout de suite compte en fait. Et quand elle apprend, à 4 mois de grossesse, il est déjà trop tard pour demander un avortement en France. Elle prévient alors le père de l'enfant, mais il la jette. Décidée alors à ne pas garder cet enfant, elle réussit à économiser la somme nécessaire pour aller en Espagne, où elle peut légalement mettre terme à la grossesse. Mais au dernier moment, elle fait une échographie et se rend compte qu'elle ne sera pas capable. Elle rentre alors en France et met Gwenaël au courant de la situation. Bon, bien sûr, il le prend mal, lui dit qu'elle le dégoûte à porter l'enfant d'un autre. Plus rien ne va plus entre eux et elle se sent à nouveau rejetée. Pendant sa grossesse, elle cache son ventre en serrant des bandes autour. Parfois, il lui arrive même de se frapper pour essayer de perdre le bébé, tellement elle ne veut pas cet enfant. Bon, en réalité, elle pense qu'elle ne pourra pas l'élever et que les conditions de vie qu'elle a à lui offrir ne seront pas du tout à la hauteur. Comme la grossesse, l'accouchement est plutôt difficile et il est déclenché 1 mois avant le terme à cause de la contention qu'elle s'est infligée avec les bandes. Long, douloureux et sans péridurale. Quand on lui met la petite Mindy dans les bras ce jour de 1998, elle a l'impression que ce n'est même pas son enfant. Mais bon, petit à petit, la petite est si sage et se montre si heureuse qu'elle se sent maman. Elle pense que peut-être elle pourrait assumer cet enfant. Mais bon, elle n'y arrive pas et appelle l'assistante sociale pour la placer en foyer. Elle pourra toujours la récupérer si un jour elle arrive à trouver un équilibre. Et quand les infirmières alors viennent chercher Mindy, elle l'entend pleurer jusqu'à l'autre bout du couloir. Après la séparation, la petite ne s'alimente plus pendant plusieurs semaines.
Au père de Mindy, Loana lui dit d'abord que la petite est décédée d'une mort subite du nourrisson, à Gwenaël, qu'elle a été adoptée. À ce moment-là de sa vie, sa mère, Violette, est son seul soutien et les deux femmes se rapprochent de nouveau. Placée dans une pomponnière, Loana visite Mindy 2 fois par semaine. Mais plus le temps passe, et plus Mindy vit très mal la séparation à chaque fois que sa mère repart. Les assistantes sociales demandent alors à Loana d'espacer ses visites, de venir de moins en moins. Et puis, le délai de réflexion d'adoption arrive à son terme et elle doit se décider. La petite est placée ensuite en famille d'accueil et elle continue de temps en temps à lui rendre visite, de plus en plus rarement. De toute façon, voir sa fille dans ces conditions lui fait plus de mal que de bien. Et un jour, alors que Loana veut lui donner à manger, elle repousse sa mère comme si c'était une inconnue totale. Loana comprend en son fort intérieur qu'elle ne récupérera jamais Mindy. Bon, la vie passe et ce sont d'autres personnes qui entrent dans sa vie. D'abord Olivier, gogo dancer, puis Sébastien. Et fin 1999, dans une soirée gay, elle rencontre Julien. Mais avec le temps, il est jaloux et son métier de danseuse, à elle, lui pose pas mal problème. La violence alors s'installe petit à petit, puis la rupture et à nouveau le célibat pour elle. Elle vit toujours avec sa mère et ensemble, elles se serrent les coudes. C'est elle d'ailleurs qui l'encourage à candidater au casting pour la nouvelle émission que prépare TF1. Loana ne pense pas que sa candidature évidemment puisse intéresser qui que ce soit. Quand elle reçoit le formulaire à remplir, elle ne le renvoie même pas à temps, dites-vous. Mais bon, sa mère elle insiste, elle lui dit « tu dois vraiment le faire quoi ». Qui sait, c'est peut-être la chance de sa vie. Au pire, peut-être ça lui permettra de rencontrer simplement l'amour. Mais une question sur le formulaire retient l'attention de Loana. Avez-vous un enfant à charge? Et comme elle estime que Mindy n'est pas à sa charge, elle répond que non. Dans l'enveloppe alors qui retourne le formulaire au casteur, elle joint 2 photos d'elle. Quand elle envoie le dossier, elle est convaincue qu'elle ne sera pas retenue. Mais elle figure parmi les 500 retenus sur 38 000 dossiers. L'équipe de prod recherche alors un panel de jeunes personnes célibataires et plus extraverties que la moyenne. Il faut des candidats qui donnent envie de regarder, qui donnent du spectacle en fait. Bon, je vous fais pas un dessin, le casting est immense. Et c'est d'ailleurs pourquoi elle va être vachement surprise d'être appelée. On lui propose un entretien devant une caméra auquel elle se rend après son travail en boîte de nuit. Et quand elle arrive, le casteur la provoque en lui demandant si elle n'a pas honte d'être habillée comme elle est habillée. Elle pense qu'il fait référence à sa tenue, mais en réalité, il fait le coup à tous les candidats. Elle joue alors la carte de la sincérité. Non, ça va, elle n'a pas honte, elle se sent bien dans sa tenue. D'ailleurs, elle boit, elle fume. Elle aime les hommes. Elle se montre assez décomplexée et à l'aise. Mais quand le casteur lui demande si elle peut séduire la caméra comme s'il s'agissait d'un homme, elle ne s'en sent pas du tout capable. Il lui propose alors de chanter, danser, marcher sur les mains, n'importe quoi à montrer à la caméra. Mais elle ne se sent pas non plus capable de faire ça et refuse complètement tout en fait. Il lui demande alors si elle est prête à enfoncer les autres pour gagner. Elle répond que non. Elle veut juste rester elle-même. Quand elle sort alors de cet entretien, de ce casting, elle se sent un petit peu nulle. Mais bon, son nom est pourtant dans la liste des 50 dernières candidatures présélectionnées. Mais elle doit encore passer des tests médicaux, psychologiques, puis un dernier entretien à Paris. Originaire du Sud, elle ne s'est jamais rendue à la capitale. Dans les studios de prod d'Endemol, elle apprend alors qu'elle entre dans le loft. Le 26 avril 2001, la France entière découvre alors Loana, conduite en limousine jusqu'au loft. Cette bimbo blonde au sein refait a été choisie, selon la production, pour son caractère, même si c'est aussi une très jolie fille. Pour le moment, elle ne leur paraît pas du tout vulnérable. Elle est attachante, sentimentale et se montre plutôt ouverte à une rencontre. Et puis son style vestimentaire est particulièrement original par rapport aux autres candidats qui sont plutôt simples. Une fois dans le loft, dès les premiers jours, elle se sent pourtant un peu mise à l'écart. Mais quand elle va sur le plateau des primes, elle est émerveillée. Et les caméras, le public aussi, l'adorent. Tout le monde comprend que Loana est le symbole du nouvel ère, l'ère de la télé-réalité. Mais bon, les avis ne sont pas unanimes. D'un côté, les pro-Loana, de l'autre, les contre. 2 jours seulement après le début du programme, des manifestations sont organisées devant les locaux de la production. C'est aussi presque le temps qu'il faut aux caméras dans le loft pour capter l'inespéré. Parmi les candidats, le beau gosse, c'est Jean-Édouard. Un soir par semaine, les candidats ont le droit de boire de l'alcool. Dans cette ambiance alors festive, Loana et Jean-Édouard se retrouvent seuls dans la piscine de la villa. Comme la fête bat son plein à l'intérieur, ils pensent être à l'abri des regards. Ils sont convaincus que les caméras ne les filmeront pas à eux. Elle enlève alors le haut et tout s'emballe. Je vous fais pas la suite. L'équipe de tournage derrière les miroirs sans teint est emballée aussi. Tout le monde est content. Ils viennent de filmer ce que tout le public attend. Du sensationnel, du palpitant, de l'excitant en fait. Celle dont tout le monde parle maintenant,
c'est Loana. Le public l'adore. Mais dès le lendemain de cette aventure, les relations avec Jean-Édouard sont assez compliquées. Elle y croit et se dit amoureuse. Lui dit qu'il ne se souvient de rien du tout. Elle prend alors un râteau en direct devant la France entière. Le public la plaint encore plus. L'émission réalise des cartons d'audience et les journaux font des unes sur le phénomène de société. Dans le loft, l'amour se fait et se défait. Loana apparaît être une femme fragile et sensible sous sa plastique de rêve. Une fragilité, comme vous l'aurez deviné, qu'elle ne contrôle pas du tout. Mais alors, est-ce que la production, elle, le savait avant de la mettre dans le loft? Ne l'a-t-on pas tout simplement sacrifiée pour la première télé-réalité? En tout cas, les candidats, eux, se rendent bien compte que quelque chose ne va pas chez Loana. Et les fêlures de Loana n'ont pas fini d'être mises en lumière par les caméras. Un jour, elle est convoquée au confessionnel, un endroit clos où les candidats communiquent avec la voix, une sorte de game master du loft. Et là, elle est informée. L'information a fuité dans la presse, sa tante a relevé l'existence de sa fille qu'elle a abandonnée. Alors que Loana est en train de devenir une célébrité en France, tous ses amis apprennent alors ce qu'elle a toujours caché. Pour elle, c'est un véritable drame, vous imaginez. La production alors lui propose de partir du jeu, mais elle décide de continuer l'aventure. Au final, c'est encore dans le loft qu'elle se sent le plus protégée. Et la blessure de sa vie, donnée en pâture, lui attire encore plus la sympathie en fait du public. Après 10 semaines d'enfermement, elle gagne l'émission avec un autre candidat, Christophe. Déjà qu'elle ne s'attendait pas du tout à gagner, elle s'attend encore moins à ce qui va se passer dès qu'elle va remettre les pieds dehors. Elle est maintenant la première star de télé-réalité française. On est rentré, on n'était personne, on voit pas pourquoi alors à l'intérieur on se serait dit qu'on devenait quelqu'un. Dehors, elle découvre que tout le monde la connaît, c'est le délire comme un jour de Coupe du Monde. Dès qu'elle sort, pam, elle est photographiée. Partout où elle va, les fans lui demandent un autographe. Il y en a même qui tambourinent sur les vitres du véhicule qui la transportent. Mais désormais, les candidats sont livrés à eux-mêmes. Ils n'ont ni conseiller, ni agent, alors qu'ils passent de statut d'illustre inconnu à petite célébrité. Ils ont encore moins d'accompagnement psychologique. Mais alors, quel destin maintenant attend Loana? Les deux Loana, la bimbo et la femme brisée, réussiront alors à se réconcilier? Elle qui n'est pas née, on peut dire, du bon côté ensoleillé de la rue. En France, c'est devenu une cash machine. Tout le monde te l'arrache, les contrats pleuvent à foison, une chanson, une ligne de vêtements de prêt-à-porter, un parfum et même un défilé pour Jean-Paul Gaultier. La lumière ne semble pas prête de s'arrêter de briller pour elle. Puis elle va sortir une autobiographie. Elle m'appelait Miette. Dès la fin 2001, elle est reçue par les plus grands noms de la télé comme Ardisson. Sur le plateau, elle y fait la promotion de son livre qu'elle dit être une mise en point sur sa vérité à elle. Elle en est sûre, sa vie va changer par rapport à avant. Elle va enfin se réconcilier avec son passé. Avec les gains du loft, elle s'est alors installée à Paris. Et elle est passée donc, comme vous l'aurez deviné, de la misère au luxe. Seule ombre au tableau, sa fille, Mindy. Depuis sa sortie du loft, elle ne l'a plus revue. Même si elle a fait une demande pour avoir sa garde, maintenant qu'elle gagne plutôt bien sa vie. Car le père de Mindy a aussi fait une demande pour avoir la garde exclusive de leur fille en apprenant son existence. Il l'a donc obtenue sans vouloir donner à Loana l'adresse où ils habitent. C'est à ce moment-là alors qu'elle dit perdre contact avec Mindy et cesser de lutter. Et puis maintenant, elle a une carrière à mener de front. Elle sait qu'elle doit se montrer à la hauteur. Beaucoup de projets, de contrats arrivent de partout. Elle monte alors une société pour pouvoir les gérer. Des apparitions dans la discothèque, des séances de dédicaces, une centaine de couvertures aussi de magazines. Elle capitalise presque 1 million dans les 7 années, suivant la sortie du loft. L'univers de la télé ne la quitte alors pas du tout. Mais l'inévitable, l'opinion se lasse et délaisse Loana. Pendant qu'elle continue son train de vie, elle sort alors faire la fête pratiquement toutes les nuits. Alors début 2010, c'est la descente aux enfers qui commence pour elle. Elle fait des mauvaises rencontres et plus elle est mal entourée, moins elle répond aux sollicitations professionnelles, dont un certain Raph qui lui dit qu'il est agent immobilier quand elle le rencontre. Elle le trouve rassurant, il la couvre de cadeaux, l'emmène en voyage et la présente même à ses parents. Mais c'est un consommateur de cocaïne et il initie alors à la prise de substances. Pour elle, consommer lui permet de se sentir sur la même longueur d'onde que lui. Elle en prend alors d'abord le week-end, puis la semaine. Enfin, c'est dès le matin au petit déjeuner. Elle prend même aussi, vous allez voir par la suite, des médicaments. Plusieurs fois, elle essaie de se sevrer, mais sans succès face à la difficulté. Le sentiment de manque est de plus en plus fort. Pourtant, il y a bien ce couple qui a essayé de lui venir en aide à base d'homéopathie. Elle les a invités à venir passer du temps chez elle pour l'aider. Mais un matin,
ils étaient partis avec son ordinateur et ses bijoux. Sa relation avec Raph, donc vous l'imaginez, est devenue complètement destructrice. Ce n'est que le jour où il est arrêté pour trafic de drogue qu'elle apprend que c'est en réalité un dealer. Mais bon, malgré tout, elle reste avec lui. Un soir, il regarde la télé et les pupilles de Raph se dilatent. Il vient de prendre de la drogue et rit de manière diabolique. Puis, il se jette sur elle. Il lui attrape les cheveux et la secoue. Mais aussi, il la cogne violemment. Quand je pense que tu as cru que je t'aimais. Mais jamais, jamais de la vie, je me suis forcé avec toi. Tu ne seras jamais tranquille. Je vais te faire vivre un enfer. Elle s'enfuit, sonne à plusieurs portes sans réponse et trouve enfin refuge chez une voisine. Dans les jours alors qui suivent, elle demande des médicaments à son docteur. Puis, elle rentre, se maquille, se coiffe et s'allonge sur son lit avant d'avaler une grande quantité de pilules, tristement. Elle appelle ensuite sa mère qui ressent que quelque chose ne va pas trop chez elle. Alors elle appelle les pompiers. À son réveil à l'hôpital, Loana ouvre les yeux et trouve sa mère à ses côtés. Elle se sent en colère, l'engueule. Ce qu'elle veut, c'est mourir en fait. Et la mort, elle va la frôler plusieurs fois. Dans la presse qui médiatise le drame, l'opinion découvre alors la réalité de la vie de Loana. Mais alors, comment Loana a-t-elle pu sombrer aussi bas? La télé-réalité qu'elle a pu faire est alors allée trop loin. Tout le monde a été témoin de sa déchéance, mais personne en fait n'a jamais réagi. Le coupable, des relations compliquées, l'alcool, les drogues et les disputes conjugales. Bon, ok, peut-être que la médiatisation des candidats après le loft a été assez difficile, particulièrement pour une personnalité comme Loana. Pourtant, elle, Loana, continue. En mai 2011, elle participe à la 2e saison des Anges de la télé-réalité. Dans sa vie privée, elle continue d'avoir envie d'être la reine des soirées. Et pour ça alors, elle aime être accompagnée. Mais bon, elle ne se méfie pas malheureusement des personnes qui l'entourent. Il faut dire qu'avec elle, on entre dans les boîtes gratos, on a des réducs pour les voyages, et puis on apparaît dans les journaux. L'alcool coule à flot. Elle ne se sent toujours être qu'un objet, une carte bancaire, un passe en boîte de nuit, ou malheureusement et tristement, un objet sexuel. Elle le sait, ce sont tous des faux culs, alors malheureusement elle se réfugie encore plus dans la drogue et l'alcool. Et puis ça fait déjà si longtemps qu'elle n'a plus aucune nouvelle de sa fille Mindy. La dernière fois, c'était dans un journal de presse People où Mindy apparaissait en couverture et disait être la fille cachée de Loana. Pourtant, en 2017, elle est à son tour devenue maman. Mais bon, elle n'a jamais voulu revoir Loana, ni même que Loana voit sa petite fille. Loana a-t-elle alors un espoir de trouver le bonheur un jour? C'est tout ce qu'on se demande. Elle espère. Quand elle rencontre Fred, alors qu'elle est hospitalisée dans une de ses cliniques à Nice, elle passe son temps sur les réseaux à lire les messages de ses fans. Elle remarque alors qu'un certain Fred laisse des messages presque tous les jours. Il lui dit qu'ils se sont déjà rencontrés et qu'elle l'a offert à l'occasion une coupe de champagne. Il la met en confiance et lui propose alors de venir lui rendre visite à la clinique. Quand il arrive, il lui apporte un grand bouquet de fleurs. À sa sortie, il vient la chercher. Elle croit alors à un nouveau départ et s'accroche à lui comme une bouée de sauvetage. Mais bon, la vérité se révèle encore à nouveau. Il devient progressivement colérique et violent, surtout à cause de sa jalousie. Pendant qu'elle vit à nouveau des violences, ce sont les souvenirs maintenant de sa vie avec son père qui lui reviennent. Et la peur à nouveau. Elle se remet à boire jusqu'à une bouteille de whisky par jour et prend aussi beaucoup de poids. Au point où elle devient complètement méreconnaissable aux yeux du public qui l'a découverte dans Love Story il y a quelques années de ça. Elle perd alors toute l'estime qu'elle a d'elle-même au fur et à mesure de sa descente. Puis ce sont alors là les soucis financiers qui vont se rajouter et qu'elle va devoir gérer. Fred ne travaille plus, ils vivent alors sur son compte à elle. Elle lui achète une moto, une voiture et elle a la sensation d'avoir de l'amour en retour. Et puis elle est belle maman et elle aime plutôt bien ce rôle. C'est un peu la chose qui la retient auprès de lui. S'ensuivent alors des années d'aller-retour aux urgences, en hôpital psychiatrique, etc. Même si elle assure régulièrement essayer de s'en sortir, c'est assez compliqué quoi. Après alors une énième tentative de suicide, elle se retrouve dans le coma. Autant de coups durs qui abîment sa santé, son corps. Et puis les médicaments que lui donnent les médecins, après l'avoir diagnostiquée bipolaire et schizophrène, sont assez lourds. À ce moment-là de sa vie, elle pèse en tout 120 kilos. Pourtant, Fred, lui, veut qu'elle reste dans ses bras. Il semble l'accepter malgré tout, malgré ses addictions, malgré sa prise de poids. Et elle reste, elle, avec son conjoint donc, qu'elle dit être violent. À nouveau, l'alcool, la drogue, la violence, et puis les abus financiers. Même sa mère, dites-vous, aurait fini par se faire complice et donner les codes bancaires de Loana à Fred. Quand elle se sort alors de cette situation, elle réalise qu'il ne voulait que lui soutirer en fait son argent.
600 000 € selon elle, 30 à 40 000 selon lui. Bon, vous imaginez, elle est complètement ruinée, tandis que lui là a plein de biens qu'il a achetés avec son argent à elle. Pendant alors toutes ces années, les images qui circulent de Loana sont plutôt inquiétantes. Et bien sûr, elles sont scrutées par les journalistes pour prouver à quel point elle est descendue plus bas que terre. Elle, la bimbo à qui le monde du showbiz était promis. Bon alors ses amis s'inquiètent. Après toutes ces dernières années, elle n'arrive toujours pas à se protéger des vautours du milieu. Certains anciens candidats du Loft lui tendent la main, comme Stevie Boulet, qui lui propose tout simplement, amicalement, de venir passer du temps chez lui, de se mettre un petit peu au vert quoi. Et bon, là c'est quand même la chute libre. En 2020, elle est vue en public à moitié nue, complètement égarée en plein Paris. À la personne qui lui porte assistance, elle dit qu'elle cherche son chien. Suite alors à cet épisode, elle est prise en charge par les pompiers qui l'envoient à l'hôpital où elle reste plus d'1 mois en psychiatrie. Pourtant, à sa sortie, elle retourne devant les caméras et sur les plateaux de tournage. Accompagnée d'une certaine Sylvie Ortega, elle entreprend de réaliser un documentaire sur sa vie. Mais un soir, elle est conduite d'urgence à l'hôpital après un blackout sur le tournage. Sylvie Ortega est alors accusée de lui avoir refourgué de la drogue et des médicaments. Et même d'avoir organisé la dépendance médicamenteuse et psychologique de Loana afin de finir par la mettre sous tutelle en sa faveur. Bon, c'est vrai, cette femme est particulièrement présente ces derniers temps dans la vie de Loana. Elle vient chez elle lui faire à manger, le ménage, elle passe son temps à l'écouter des heures et des heures. Elle s'improvise aussi agent et se rémunère sur les contrats qu'elle lui trouve. Étrangement, ce n'est pas la première fois que cette Sylvie Ortega est mêlée à ce genre d'histoire. Certains proches de la famille de son ex-compagnon l'accusent publiquement de l'avoir poussée jusqu'à l'overdose en lui fournissant de la drogue. Mais elle réfute tout. Ce soir, elle a donné du Xanax à Loana uniquement parce qu'elle avait soi-disant fait une crise d'angoisse. Elle a fait ce que les médecins en fait lui ont dit de faire. Loana, elle, accuse Sylvie de lui avoir volé ses affaires dans sa valise pendant qu'elle était à l'hôpital. Elle l'accuse aussi d'avoir créé un compte TikTok sans son consentement à son nom pour se faire de l'argent et de lui avoir volé ses cartes de crédit. Rien que ça. Mais Sylvie se défend de tout en disant que Loana est sous emprise. Et puis de toute façon, elle accuse tout le monde. En vérité, Loana comme Ludovic, son ex, avait des problèmes bien avant qu'elle rentre dans leur vie. Elle ne cherche à tuer personne. Et puis Loana ment, elle n'est pas bipolaire. Elle dit qu'elle ne se drogue pas alors que c'est complètement faux. C'est elle la manipulatrice. De toute façon, elle n'a plus d'argent alors qu'il ne faut pas chercher la raison pour laquelle elle cause des problèmes à tout le monde. Elle veut attirer l'attention, c'est tout. Loana, elle, n'arrive pas à remonter la pente et elle envoie des messages inquiétants à ses proches. Est-ce que ce documentaire alors sur elle ne lui a pas fait plus de mal qu'autre chose? Pourtant, l'intérêt pour le Loft va renaître en 2021 pour cause les 20 ans de l'émission. À cette occasion, tous les candidats sont invités sur les plateaux et se revoient, sauf certains qui vont se désolidariser et ne veulent même plus apparaître dans les documentaires. Sur les plateaux, elle continue de dire que le Loft reste le plus beau moment de sa vie. Elle se retrouve à nouveau alors en face de Jean-Édouard qui, lui, a refait sa vie loin des caméras. Lui se dit attristé en fait de voir les frasques de Loana alors que son parcours promettait d'être absolument magnifique. Il l'accuse à demi-mot d'être pathétique, de ne venir sur les plateaux que pour raconter tous ses malheurs. Et il lui conseille fortement de s'éloigner du milieu de la télévision. Mais elle ne semble même pas comprendre pourquoi tout le monde là lui dit ça. Pour elle, le mieux c'est la télé, c'est tout. C'est tout ce qu'elle a en fait. Et puis, elle a encore plein de projets. C'est ça en fait qui la motive à s'en sortir. Pourtant, en 2022, elle dit ne vivre que du RSA. Elle est sans domicile et vit principalement chez sa mère. Elle dit que l'argent disparaît mystérieusement de son compte. Où est partie alors la fortune qu'elle a capitalisée sur son image? L'appartement vendu pour renflouer ses comptes. D'ailleurs, ces comptes qui se vident aussitôt que de l'argent tombe dessus. On lui aurait apparemment piraté ses codes bancaires. Des ex, des mauvaises fréquentations, des malfrats. Elle ne sait pas trop, mais des paiements alors sont faits un peu partout dans le monde avec sa carte. Mais de l'argent, il en rentre beaucoup. Il faut dire qu'elle a vendu des droits d'exploiter sa vie et une mini-série est en cours de préparation. Quand Culte sort en 2024, elle se revoit dans son petit haut rose en crochet qui était à la mode à l'époque, même si c'est incarné par une actrice. À nouveau, elle fait la tournée des plateaux télé. Jusqu'à cette apparition assez inquiétante, troublante, où elle dit avoir été agressée. Un homme s'est introduit chez elle et il l'a apparemment séquestrée pour la violer pendant l'espace de 10 heures. Quand elle témoigne, elle est à peine capable de parler, visiblement encore en état de choc. Il manque la moitié de ses mots
et elle n'arrive pas du tout à articuler. Dans l'une de ses dernières interviews chez Samzira, elle dit enfin réussir à ne plus du tout prendre de drogue. Mais alors réussira-t-elle vraiment à s'en sortir et à renaître un jour de ses cendres? C'est la question qu'on se pose tous. Ou n'est-elle pas restée en quelque sorte coincée à tout jamais dans le loft? Loana dit encore et toujours, longtemps après le loft, que la productrice est sa bonne fée et le loft, sa baguette magique qui a changé complètement sa vie. Pour elle, tout ce qui lui est arrivé de bon dans sa vie, c'est grâce à Love Story. Même si, bon, tout le monde honnêtement pense que c'est le début de son enfer. Ce qu'on pense vraiment après des heures à avoir préparé cette vidéo, moi et ma scripteuse, c'est qu'elle n'a jamais eu de carapace. Loana est une femme brisée, livrée à elle-même dans la violence depuis sa jeunesse, qui n'a tout simplement jamais eu de repère en fait. Elle n'a jamais su faire la limite entre son image publique, la bimbo sulfureuse, et sa vie privée. Mais elle n'a jamais cessé de dire qu'elle ne regrette absolument rien. Selon elle, toute cette descente aux enfers aurait pu lui arriver en tant que danseuse en boîte de nuit aussi. Et en soi, c'est pas vraiment faux. Ce qu'elle garde, selon ses propres mots, ce qu'elle verra quand elle fermera les yeux, ce sont les beaux souvenirs. Il est temps déjà les amis pour moi de vous laisser, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, l'histoire de Loana, ce petit portrait. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes encore là en commentant Loft et n'hésitez pas aussi à me dire si vous aimez un petit peu que je parle comme ça de portraits de personnalités un petit peu particulières qui ont une histoire de vie complètement folle. Passez une bonne soirée, j'espère que le petit feu de camp là vous aura fait bien plaisir, en tout cas moi, il n'y a plus de feu de camp. J'espère qu'il vous aura fait plaisir au début, je vous laisse, à très bientôt, c'était Léo, au revoir.